Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour une nouvelle enquête criminelle. Et aujourd'hui j'ai décidé de vous raconter l'histoire de John Bennett Ramsey, une jeune fille de 6 ans qui est retrouvée morte dans son propre sous-sol alors qu'elle avait été déclarée kidnappée 8 heures avant. Une histoire et une enquête très étrange, c'est pour ça que j'ai décidé de vous la raconter. Allez c'est parti, tout de suite on commence. John Bennett est la fille de John et Patsy Ramsey. Sa mère, Patsy Ramsey, avait dans sa jeunesse participé à plusieurs concours de Miss. Quant à son père, John Ramsey, lui est un homme d'affaires, élu en 1995 comme étant l'entrepreneur de l'année et l'année suivante, son entreprise Access Graphics fait un chiffre d'affaires de plus d'1 milliard de dollars. Ensemble, ce couple qui est heureux font 2 enfants. Le premier, Burke, qui est aujourd'hui un ingénieur logiciel, et leur deuxième fille, sa cadette de 3 ans, John Bennett Ramsey, qui du coup, lorsqu'elle était vivante, avait participé et remporté plusieurs concours de Little Miss. Elle était même devenue un peu populaire dans ce milieu-là. Bref, cette famille avait tout pour vivre la meilleure des vies. Ils avaient de l'argent, ils avaient le bonheur, ils avaient l'amour, et ils habitaient même à Boulder, dans le Colorado, qui est une ville très très calme et où il n'y a que les personnes qui ont beaucoup d'argent. Ils avaient même prévu pour les vacances de Noël de partir dans le Michigan à Charlevoix. Ils avaient même réservé leur billet d'avion. Rien ne présageait ce drame qui va arriver entre la nuit du 25 décembre au matin du 26 décembre 1996. Alors je vais commencer par vous raconter ce qui s'est passé officiellement ce matin du 26 décembre 1996 et ensuite on va voir les suspects et les théories qu'entourent cette affaire. Alors tout commence le 26 décembre à 5h du matin, quand Patsy Ramsey se réveille et descend les escaliers. Là, elle tombe en fait sur une lettre longue de 2 pages et demie, qui va lui dire qu'un groupe de personnes a décidé de kidnapper John Bennett, et qu'en échange de sa libération, ils veulent une rançon de 118 000 dollars. Ils expliquent également qu'ils vont appeler dans la journée entre 8h et 10h du matin pour donner toutes les instructions pour faire l'échange entre John Bennett et l'argent. Bien évidemment, ils interdisent d'appeler la police sous peine de décapiter John Bennett. Évidemment, le premier réflexe de Patsy est d'appeler la police. Je vous fais passer l'audio de l'appel. What's going on there, ma'am? We have a kidnapping. Hurry, please. God, please. Okay, I'm sending an officer over, okay? Please. Do you know how long she's been No, gone? I don't. Please, we just got out. Is she right here? Oh my God, please. Okay, Please, there's somebody. I am, honey. Please, Take a deep breath, please, okay? hurry. Patsy, 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 Patsy. Après ce coup de fil, une inspectrice va venir dans la maison des Ramsey. Pour remettre dans le contexte, comme je vous l'ai dit, Boulder est une ville très calme où il ne se passe jamais rien. Alors déjà que de base, les officiers de police n'ont pas l'expérience de ce genre d'événement, en plus de ça, on est le 26 décembre, le lendemain de Noël, et donc en fait les effectifs de la police vont être réduits. Ce qui fait que la police à ce moment-là va pas trop savoir comment gérer la situation, ce qui va amener beaucoup de problèmes, on va voir ça plus tard. Du coup, ils attendent l'appel des kidnappeurs, mais les heures passent, mais aucun appel arrive. Entre-temps, les Ramsey invitent leurs proches et leurs amis pour les accompagner, pour les épauler durant ce moment difficile que j'imagine. Les heures passent et rien ne change. C'est alors que John Ramsey et un ami décident de faire le tour de la maison. Après que la police en fait lui ait demandé s'ils avaient bien cherché dans toute la maison, ils décident de faire le tour et de chercher. Et en fait, pendant un long moment, il va être hors du champ visuel de l'inspectrice. Je rappelle que la maison fait 630 mètres carrés, ce qui est quand même énorme. Mais pendant un long moment, en fait, l'inspectrice ne va plus avoir de vue sur John Ramsey. Jusqu'à ce qu'elle entend un cri provenant du sous-sol de la maison. Et elle voit quelques secondes après John Ramsey montant les escaliers avec dans les mains la petite John Bennett enroulée dans des draps. C'est à ce moment-là qu'en fait l'histoire passe d'un kidnapping à un meurtre. John Bennett est retrouvée morte dans son sous-sol, bâillonnée, ligotée, avec même du scotch autour de la bouche. Après l'autopsie des experts, on découvre en fait qu'elle a eu un gros coup violent à la tête qui lui a causé une fissure d'à peu près 20 cm dans le crâne, mais ce n'est pas ça la cause de la mort. La cause de la mort a été provoquée en fait par un étranglement que le meurtrier a fait, en fait, a pris un fil et l'a étranglé. Et ce fil, en fait, il est toujours là.
D'ailleurs, le fil n'appartient pas au Ramsay. Et en fait, autour de la scène des crimes, ils arrivent à distinguer des traces de bottes qui correspondent pas aux traces des Ramsay. Ils trouvent également des blessures vaginales qui peuvent faire penser à une agression sexuelle. Et ils vont aussi trouver ce qui va être en fait l'indice le plus important dans toutes ces affaires, des traces d'ADN sur les sous-vêtements de John Bennett. Cette trace ADN d'ailleurs va être comparée sur une base de données gigantesque du FBI qui regroupe plus d'1,5 million personnes et ça va rien donner. Et on va commencer avec les deux premiers suspects, les deux suspects les plus logiques, ce qui arrive très très souvent lorsqu'un enfant disparaît ou meurt, ça va être les parents. John Ramsay et Patsy Ramsay vont être les deux premiers suspects. Et en fait, il va y avoir deux gros facteurs qui vont faire que beaucoup de personnes vont suspecter John et Patsy Ramsay. La première, ça va être le doute sur l'authenticité de la lettre. Et le deuxième facteur, ça va être le manque d'indices autour d'un possible intrus venu de l'extérieur. Alors du coup, on va commencer à parler de la lettre, parce que je vous en ai pas beaucoup parlé. Mais dans la lettre, il y a beaucoup de choses qui vont clocher. Déjà, premièrement, comme je vous l'ai dit, sa longueur. 2 pages et demie. C'est pratiquement du jamais vu, ce qui est très très rare. Une demande de rançon, une lettre de kidnapping, normalement une page, c'est largement suffisante. Et encore, tu n'utilises pas la page. Là, on parle de 2 pages et demie qui sont bien écrites, qui sont écrites dedans. C'est assez étrange. Mais en plus de ça, je vous ai aussi parlé de la demande de rançon et du chiffre de la rançon qui est des 118 000 $. Un chiffre assez bizarre, c'est pas un chiffre rond, c'est un chiffre bizarre. Et en fait, les enquêteurs vont voir que ce chiffre correspond au bonus que John Ramsay a touché plus tôt dans l'année. On peut se demander du coup si c'est pas forcément eux, mais alors quelqu'un en tout cas qui les connaisse et qui a cette connaissance du bonus que John Ramsay a touché. Mais le plus étrange dans cette lettre de kidnapping, ça va être le fait que l'auteur de la lettre l'a écrite dans la maison et que le papier de la rançon provient du bloc-notes des Ramsay et le stylo utilisé par le kidnappeur est le stylo de Patsy Ramsay. C'est-à-dire que si on prend la théorie de quelqu'un qui est venu de l'extérieur pour enlever John Bennett, le kidnappeur il est venu, il est rentré dans la maison, il a kidnappé John Bennett, il l'a amené au sous-sol, il a écrit sa lettre, il l'a posée dans les escaliers, il a mis quand même 2 pages et demie à l'écrire, il a écrit une super longue lettre, ce qui est un risque énorme quand tu kidnappes quelqu'un, surtout un enfant, tu le prends et tu fonces. Et après, il est descendu dans le sous-sol, l'a tué, que ce soit exprès ou sans faire exprès, mais dans la logique des choses, il a dû écrire la lettre avant, vu que ça ne parle pas de meurtre, mais bien d'un kidnapping, et après, dans un accident, il a dû la tuer, et dans ce cas-là, après, il s'enfuit. Ou alors, il avait prévu de la tuer, il l'a tuée, et du coup, la lettre de kidnapping, à quoi elle sert, on ne sait pas. Bref, c'est assez flou, et en fait, il n'y a aucune logique autour de ça. Sauf si la lettre a été créée pour, faire une diversion et essayer d'amener les enquêteurs sur une autre piste que celle que le tueur a fait. Bref, l'écriture de la lettre a été comparée à l'écriture de la famille Ramsay. Elle ne correspond ni au père ni au fils, mais l'écriture de Patsy Ramsay n'est pas écartée totalement. C'est-à-dire qu'il y a certaines ressemblances flagrantes entre l'écriture de Patsy et celle écrite par le kidnappeur, mais dans l'ensemble, elle n'est pas assez semblable pour dire qu'en fait c'est la même. Du coup, le rapport graphologique n'écarte pas en fait Patsy Ramsay comme possibilité. Puis selon les experts, cette lettre comporte beaucoup trop d'exclamations, d'acronymes et fait même parfois référence ou alors ressemble en fait à des films, font penser à des films. Le deuxième facteur, comme je vous l'ai dit, c'est le manque d'indices sur une personne venue de l'extérieur. Et ça en fait, ça va comporter aussi sur les indices qui sont dans la maison et qui pourraient prouver que quelqu'un est venu de l'extérieur. Alors en fait, dans le sous-sol, il y a quelques fenêtres, et une des fenêtres est ouverte et même brisée de l'extérieur. Sachant que de base, une des vitres était déjà cassée, mais en fait, la famille ne l'avait pas forcément réparée parce que, comme je vous l'ai dit, Boulder, c'est une ville très calme où en fait, tout le monde fait confiance à tout le monde. Donc en fait, le kidnappeur pourrait venir du sous-sol, sauf qu'en fait, on est le 26 décembre, qu'il y a beaucoup de neige tout autour de la maison, et qu'en fait, autour de la maison, il n'y a aucune trace de pas. Sachant que si quelqu'un est sorti du sous-sol, ce qui devrait être le cas, en fait, il n'y a aucune trace de pas autour de la maison.
Et ça, c'est très étrange si quelqu'un est venu de l'extérieur. Comme je vous l'ai dit, la police n'a pas été capable de bien délimiter la maison, étant donné qu'au début, tout le monde pensait qu'ils avaient affaire à un kidnapping, ce qui a aussi amené le couple de Ramsey à inviter leurs proches, ce qui a fait qu'en fait, beaucoup de preuves, beaucoup d'indices ont été endommagés, comme le corps de John Bennett, qui a été amené du sous-sol au salon, et en plus de ça, lorsque le père l'a posé dans le salon, l'inspectrice l'a repris pour la déposer en bas du sapin de Noël. Je ne sais pas pourquoi, me demandez pas. En fait, après le coup de fil, même la maison, en fait, elle n'a pas été inspectée par la police, ce qui est quand même catastrophique et ce qui a en fait endommagé ou détruit en fait d'énormes preuves, des preuves peut-être qui auraient été capitales et super importantes pour cette affaire. Donc en fait, on voit que cette affaire, dès le début, elle a été mal prise en charge. Après, pour le coup, vu le contexte, ça peut se comprendre, mais c'est quand même... ça a été quand même très négligé. Beaucoup de personnes vont commencer à suspecter, à cause de tout ça, les parents de John Bennett. Que deux en fait facteurs encore vont pousser les policiers à abandonner l'enquête sur eux. Premièrement, l'ADN qui ne correspond pas aux parents. D'ailleurs, l'ADN retrouvé sur les sous-vêtements correspond à celui d'un homme et ce n'est pas John Ramsey. Et le deuxième, ça va être en fait le manque d'indices, encore une fois, mais cette fois-ci, ça va être le manque d'indices pour les parents. En fait, il y a tellement pas assez d'indices qu'il n'y a même pas d'indices pour les inculper eux. Mais du coup, les policiers vont en fait enquêter sur d'autres personnes, sur d'autres possibilités. C'est alors qu'en fait un autre suspect va arriver, le suspect numéro 3, Bill McReynolds. Bill McReynolds est un ami de la famille, il avait même visité la maison 2 jours avant le meurtre, donc il connaît la maison. C'est un homme âgé qui aime bien se déguiser en Père Noël pour offrir des cadeaux aux enfants, mais sa propre fille a été kidnappée en 1974. Et, encore plus étrange, sa femme a écrit une pièce de théâtre où une jeune fille se fait torturer et tuer dans un sous-sol. Des similarités avec le meurtre de John Bennett. Là où ça devient plus étrange, c'est que selon le Denver Post, il aurait dit qu'il se sentait très proche de John Bennett et que son meurtre en fait l'avait beaucoup plus touché que son opération. Et il aurait même dit à sa femme de mélanger ses cendres avec en fait une fiole de paillettes que en fait John Bennett lui avait offert justement pour son opération. Et en fait, vu que c'était la première fois qu'un enfant lui offrait un cadeau, alors que normalement c'est lui, vu qu'il est en Père Noël, ça l'avait touché, ça l'avait beaucoup touché, et il lui avait demandé ça. Ce qui peut paraître quand même assez étrange. Mais en fait, l'ADN de Bill McReynolds ne va pas correspondre à l'ADN retrouvé sur les sous-vêtements de John Bennett, ce qui va amener la police à abandonner toute enquête sur lui. On va passer ensuite au 4e suspect, Gary Oliva. Gary Oliva est en fait un voisin des Ramsey et en fait en 2000 il va être arrêté pour possession de drogue. Et dans son sac on va retrouver en fait une petite photo de John Bennett. Et lorsqu'on va lui demander pourquoi il a cette photo, il va expliquer, et d'ailleurs il va l'expliquer encore au Denver Post, que John Bennett et son meurtre en fait l'avaient profondément touché et qu'en fait il sentait en fait que c'était une fille exceptionnelle et que son meurtre en fait était une perte immense pour tout le monde. Pour eux, il était très affecté par sa mort. Et en plus de ça, un ancien ami de son école, Michael Vale, va déclarer pour le magazine In Touch que Gary l'avait appelé le lendemain de la mort de John Bennett, c'est-à-dire le 27 décembre, aurait dit qu'il a fait du mal à une fille. Il lui répète « j'ai fait du mal à une jeune fille, j'ai fait du mal à une jeune fille ». La police va même vérifier en fait dans ce secteur géographique qu'est la ville Boulder si en fait il n'y a pas un dossier, il n'y a pas quelque chose de répertorié sur une jeune fille qui a vécu une agression, qui a été morte ce jour-là, et en fait ils ne vont rien trouver. Donc en fait on va se demander si c'est pas lui. Et d'ailleurs en 2016 il va être arrêté pour possession de photos pédopornographiques. Et en plus de tout ça, il a essayé de tuer sa mère en essayant de l'étrangler avec le fil téléphonique. Pour rappel, John Bennett a été étranglé et c'est la cause de sa mort. Du coup, on peut clairement se demander si c'est pas lui le meurtrier. Bien évidemment, ils vont faire un test ADN pour comparer aux échantillons retrouvés sur les sous-vêtements de John Bennett, mais malheureusement, cela ne va encore pas correspondre. Et en fait, pendant quelques années encore, il ne va rien se passer. L'affaire n'évolue pas à cause en fait du manque d'indices qu'elle a. Et tout ça, comme je vous l'ai dit, en fait, c'est beaucoup à cause en fait de la malgérance de la police sur en fait la scène du crime. D'ailleurs, il faut savoir que la police, à part la chambre de John Bennett, elle a rien inspecté, elle a rien bloqué.
ce qui est catastrophique. Quelques années plus tard, en 2006, soit 10 ans après le meurtre de John Bennett, l'affaire va revoir le jour. On va tomber sur notre 5e suspect, John Mark Carr. John Mark Carr est un père divorcé qui est professeur et en fait il va devenir suspect en 2006 après avoir avoué son meurtre par mail à Michael Tracey, un professeur en journalisme. Et en fait tout ça va être après 4 ans d'échanges par mail avec cet homme-là qui va avouer en fait qu'il a tué John Bennett et qu'en fait qu'il était amoureux, qu'il avait une obsession pour John Bennett. Et en fait, c'est comme ça qu'il l'a tué. Michael Tracey raconte cette expérience comme étant horrible et que c'est en fait la pire expérience de toute sa vie. J'imagine pas à quel point ça devait être dur, à quel point en fait il devait faire semblant de le comprendre pour qu'en fait il arrive à avouer et surtout de lui extorquer en fait le plus de choses possibles. Ça a dû être horrible et j'imagine même pas le mec. Vraiment, c'est un ouf quand même d'avoir fait ça. Et il retrouve John Mark Carr à Bangkok et en fait les autorités vont réussir à le ramener et l'attraper. Et en fait, durant l'enquête, ils vont voir qu'il y a certaines similitudes des mots utilisés dans ses mails et dans la lettre du kidnapping. Sauf qu'en fait, une fois que la police l'a attrapé et qu'il l'interroge, ils vont voir beaucoup de problèmes dans ce qu'il raconte. Et en fait, sa confession ne correspond pas du tout à ce que la police trouve sur la scène de crime. Donc en fait, ils comprennent que cet homme, en fait, n'est pas le coupable. Ils vont quand même faire le test ADN et ils vont remarquer, évidemment, que ce n'est pas le même ADN et que ce n'est pas lui. Et en fait, même avec une enquête un peu plus poussée, ils vont voir qu'il n'était même pas dans le Colorado à ce moment-là. La police, en fait, va tomber encore une fois sur une fausse piste, ce qui est chiant, surtout lorsque on veut absolument résoudre une affaire, surtout quand ça touche un enfant. Mais malheureusement, en fait, l'affaire n'évolue pas. En fait, jusqu'à ce jour, rien n'a évolué. Personne n'a été arrêté, personne n'est coupable, personne n'a arrêté. C'est-à-dire que l'affaire n'est pas résolue, l'affaire reste au point mort. On ne sait toujours pas officiellement qui a tué John Bennett. Et cette affaire, en fait, fait beaucoup parler. C'est pourquoi CBS, en 2016, décide de faire un documentaire. Dans ce documentaire, le docteur Henry Lee, un expert en ADN, va analyser en fait l'ADN retrouvé sur ses sous-vêtements et va expliquer qu'en fait, il peut avoir des transferts d'ADN avant même qu'on touche nous-mêmes les sous-vêtements. Il va faire un test avec en fait un paquet de sous-vêtements non ouverts et en fait, on va voir qu'il y a déjà de l'ADN dessus. Et en fait, il va expliquer qu'à l'ancienne, en fait, on n'avait pas les outils nécessaires pour détecter l'ADN, mais qu'en fait, aujourd'hui, on a tellement des outils avancés qu'on arrive à trouver en fait de l'ADN qui est transféré indirectement. En fait, il va conclure que l'ADN ne doit pas être pris en compte. Et en fait, si on prend en compte ce qu'il dit, en fait, tous les suspects d'avant se retrouvent à être de nouveau suspectés. En fait, toutes nos certitudes sur les suspects, sur les 5 suspects avant, en fait, elles s'effondrent. Et en fait, eux tous peuvent être le meurtrier de John Bennett. Mais bien évidemment, la vidéo n'est pas terminée. Je ne vais pas vous laisser là comme ça, parce qu'en fait, dans ce documentaire, justement, il y a une théorie sur le frère de John Bennett. Le petit frère dont en fait, je vous parle pas du tout depuis le début. Pourquoi ? Justement, en fait, c'est pour essayer de faire un petit truc un peu choquant à la fin, en mode « Ouais, vous l'avez oublié, mais lui, il est bien là depuis le début. » Burke Ramsey est là depuis le début et justement c'est ce que ses parents en fait pendant l'enquête, surtout le premier jour où la police va être là, va essayer de le protéger et en fait va essayer de le faire disparaître le plus possible. C'est-à-dire que le jour où l'inspectrice est venue chez eux, Burke est resté dans sa chambre pendant des heures jusqu'à un moment sortir et en fait avant même qu'on retrouve John Bennett morte, c'est-à-dire que tout le monde pensait au kidnapping, John Ramsey, le père, va prendre Burke, va demander à un ami de le faire sortir dehors. Donc là, tu m'expliques que toi, t'as ta fille qui vient d'être kidnappée, tu viens de trouver une lettre qui dit « Ouais, j'ai kidnappé ta fille, je veux de l'argent, passe-moi de l'argent. » Ton fils, il descend, tu dis « Vas-y, va faire un tour avec un ami. » Tu vas l'envoyer dehors alors que ta fille vient d'avoir un kidnapping. Personnellement, je trouve pas ça du tout logique. C'est mon avis personnel. Vous n'êtes pas d'accord, dites-le, mais c'est mon avis. Je trouve que c'est un geste très bizarre de laisser sortir son fils, surtout avec un ami, même si c'est un ami, alors que ta fille vient d'être kidnappée. Bien évidemment, vous imaginez bien que ce n'est pas tout. Une grosse théorie, surtout dans le documentaire de CBS, va voir le jour.
qui va expliquer qu'en fait, Burke a tué John Bennett. Et qu'en fait, ses parents ont organisé tout ça. Et en fait, c'est eux qui ont maquillé cet accident mortel en fait un kidnapping, un pseudo-kidnapping. Et dans ce documentaire, en fait, on va expliquer cette théorie. On va, et bien évidemment, avec un scénario qui est très fort probable. Moi, personnellement, j'y crois. Je pense que c'est ce qui s'est passé. Dans l'autopsie du corps de John Bennett, on va retrouver des morceaux d'ananas. Le repas qu'elle a mangé est digéré, mais pas les morceaux d'ananas. C'est-à-dire qu'en fait, elle a mangé les ananas, mais qu'elle n'a pas eu le temps de les digérer. Sauf que son repas du soir, du coup, elle a eu le temps de les digérer. Il faut savoir que cette nuit-là, les Ramsay sont allés manger chez des amis, qui sont rentrés, que selon les parents, dans ce qu'ils avaient témoigné, John Bennett était parti direct dormir. Et qu'il avait même, je crois même que le père avait raconté qu'il l'avait porté, qu'il l'avait posé dans son lit. Qu'elle avait direct dormi. Sauf qu'en fait, on voit que ce n'est pas le cas, qu'elle n'a pas dormi, qu'elle n'a pas fait que dormir, étant donné qu'elle a mangé de l'ananas. Si jamais il y a un kidnappeur, je doute fort que le kidnappeur lui donne de l'ananas, qu'il aille chercher dans la cuisine des Ramsay de l'ananas pour lui donner. Et en plus, on retrouve en fait un bol d'ananas et un jus de lait dans la cuisine des Ramsay, qui va être photographié. Je vais essayer de vous mettre la photo ici si j'arrive à la retrouver. Et en fait, sur ce bol et sur ce verre, on retrouve les traces d'empreintes de Burke Ramsay. Et en fait, selon ce documentaire, ils expliquent qu'en gros, dans la nuit, Burke en fait se prépare un bol d'ananas et un jus de lait. Et en fait, John Bennett, peut-être qu'elle est partie dormir, qu'elle s'est réveillée plus tard, ou alors qu'elle dormait pas. Bref, qu'importe. À un moment, en tout cas, elle se réveille et elle va dans la cuisine. Et en fait, ce qu'elle va faire, c'est qu'en fait, elle va faire un geste que beaucoup d'enfants vont avoir, c'est de prendre en fait de l'ananas directement dans le bol. C'est pour ça qu'il n'y a pas ces empreintes en fait sur le bol ou sur le verre, parce que quand tu es un enfant, tu as très souvent ce geste-là, c'est de prendre directement dans l'assiette, même si c'est pas le tien, tu le prends, tu manges. Et en fait, de là, Burke aurait eu une montée d'adrénaline et en fait l'aurait frappé avec justement une lampe torche qui était sur la cuisine. Je vais essayer de vous retrouver la photo aussi pour vous la mettre là, qui correspond en fait à un objet arrondi. Et selon les experts, elle aurait été frappée à la tête par un geste justement un peu arrondi. Et elle aurait frappé. Et en fait, de là, elle serait tombée, elle aurait fait un bruit, ça aurait fait un bruit fort, et en fait, ses parents auraient vu. En fait, la pensant morte, ils auraient en fait maquillé du coup ce meurtre, et en kidnapping, en enlèvement, et du coup l'aurait bâillonné, l'aurait mis dans le sous-sol, et en fait tout ça pour maquiller en fait l'accident que Burke a tué John Bennett. Vous allez me dire ouais, c'est un peu tiré des cheveux, pourquoi Burke il aurait fait ça, c'est pas pour de l'ananas qui va péter un câble. Sauf qu'en fait Burke, d'un point de vue extérieur, a l'air d'être le fils tout gentil, sans problème, sauf qu'en fait plusieurs accidents avaient déjà été un peu signalés avant. Une fois, John Bennett avait une trace ici, vraiment un bleu. Je sais pas si elle avait des points de suture, mais en tout cas, elle avait une blessure vraiment sur la joue. Et Patty Ramsay avait avoué, mais du coup, sans once de méchanceté, parce que j'imagine qu'elle pensait pas que son fils allait faire un meurtre ou pensait pas que c'était aussi grave. Elle avait dit à son ami justement qu'en gros, Burke avait pris une batte de golf et avait frappé John Bennett, et qu'en gros c'est lui qui l'avait fait cette blessure-là. Enfin, des blessures comme ça peut arriver entre frères et sœurs. Quand c'est des enfants, on peut mettre ça sur la faute de c'est un accident, il savait pas quoi faire. Apparemment, il est aussi scasophile, je sais plus comment ça se dit, mais qu'en gros, il aime bien jouer avec son caca. Et une fois, en fait, il était parti dans la chambre de John Bennett et il l'avait fait dans son lit. En gros, il était parti dans le lit de John Bennett pour faire caca. Dégueulasse. Et aussi, en fait, on peut se demander si Burke, en fait, n'était pas jaloux de John Bennett. Parce que John Bennett, comme je vous l'ai dit, du coup, elle partage, en fait, la passion de sa mère. Sa mère, en fait, met sa passion sur sa fille. Et en fait, beaucoup disaient, et disent toujours, que John Bennett, du coup, elle avait le sens du show, blablabla. En gros, qu'elle était faite pour Little Miss. Bon, on n'est pas là pour débattre du concept de Little Miss. Personnellement, je ne cautionne pas ça. Mais en gros, sa mère avait... Enfin, on voit que sa mère, qui avait participé à des concours de Miss plus jeune, clairement, elle avait mis en fait sa passion sur sa fille. C'est pas une fille de 6 ans qui va dire « Maman, je veux faire Little Miss ». Clairement, sa mère va beaucoup plus s'intéresser, très logiquement,
à John Bennett. Et du coup, c'est un sentiment qui est tout à fait naturel chez les enfants, la jalousie du frère ou de la sœur, ce qui va en fait amener des pics de colère de Burke envers John Bennett. On peut vraiment se demander si ça n'a pas joué, il n'y a pas eu ça qui rentre en jeu, et moi j'en suis sûr. Aussi, on peut remarquer l'attitude un peu étrange de Burke dans les interrogatoires que la police vont lui faire. Yeah. Yeah? You ever worry about it? Not really. No? I was just playing my Nintendo. Yeah. John isn't having now. Mm-hmm. Just got burst into tears. Not bad. How are you dealing with it now? I kind of forget about it because I'm just going. Mm-hmm. You're just playing your video games all the time. Go, 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 go! Mm-hmm. So, you know, parents are sometimes crying, Yeah. but I'm basically just going on with my life, Mm-hmm. you know. What do you think happened? Reste un enfant, et c'est vrai que dans cette situation-là, le comportement des enfants peut être bizarre, mais après, justement aussi, on peut se dire que c'est un enfant, et que même si ses parents, évidemment, ils lui disent faut pas que tu dis ça, faut pas que tu dis ça, il va pas le dire, surtout si c'est lui le fautif. Certains comportements, en fait, vont être durs à cacher pour un enfant. Dining room table. Can you describe that to me? Bowl something. Okay. Looks like glass with a tea bag in it. Does that look like cereal inside there? Or does it look like a little big white piece right there? uh-huh. Maybe like fruit, but don't always spoon. Après, je suis pas un expert sur ça, mais clairement, des comportements qui vont faire penser qu'il est pas à l'aise, qu'il cache un truc. Puis en plus, rien que de dire qu'en gros, sa vie, lui, elle va pas changer. Que lui, du coup, il joue au jeu et tout. Enfin, normalement, t'es un enfant, tu perds ta sœur, et il est conscient, en fait, que sa sœur est morte, qu'elle est partie. C'est assez étrange. Turn on like going psycho. Going psycho? Yeah, or like, yeah. Did you go down and see what was going on? Just stay in bed. So what went through your mind then? Then I thought maybe John May is missing, but that's not that likely. So, no. I mean, what are the chances of that happening? Là aussi, c'est assez étrange. Clairement, il dit qu'il entend des bruits, qu'il entend ses parents parler fort, qu'il y a un problème, il le sait, mais il va rester dans son lit. Quel enfant de 9-10 ans, à cet âge, au moment du meurtre de John Bennett, il a 9-10 ans, quel enfant va entendre ses parents parler fort, il va savoir qu'il y a un problème, surtout que lui-même dit qu'il peut-être John Bennett a un problème, il va rester dans son lit sans poser de questions. C'est assez étrange pour un enfant, très étrange, surtout que lui-même le dit, lui-même avoue que normalement il serait parti, mais que là il n'est pas parti. C'est très très bizarre. So you're curious? Yeah. And you're curious about something. What do you normally do? Try to find out what the answer is. Did you do that after Mom came into the room? No, I figured somebody would probably come in and tell me. Burke Ramsey n'a pas du tout été... Il n'y a eu aucune enquête sur lui. Et on peut même se demander si la police, en fait, n'a pas voulu négliger justement les accusations sur la famille Ramsey pour les protéger. Parce que, on remonte en arrière, après les meurtres, quand beaucoup de personnes, justement, soupçonnaient les parents, un grand jury avait voté, en fait, contre les parents, pour les accusants. Sauf qu'en fait, le chef de police a décidé lui-même
d'annuler en fait toutes les charges sur les parents parce qu'il n'y avait pas assez de preuves. Sauf qu'en fait, le grand jury, et ça en fait normalement c'est tenu secret, la décision du grand jury, bah ils n'avaient pas du tout voté ça. Ils avaient voté au contraire contre les parents. Et c'est en fait là, il n'y a pas très longtemps, qu'un des grands jurys a avoué et a dit qu'ils avaient jamais compris pourquoi le shérif avait voté ça, alors que eux en fait la décision du grand jury était justement contre les parents, de vraiment d'inquisitionner les parents. Et en fait on peut se demander du coup si en fait la police, si en fait John Ramsey du coup c'est quand même un homme de pouvoir, un homme riche, un homme assez imposant, si en fait ses relations ou même du chantage ça n'a pas dû jouer en fait dans cette enquête là, ce qui est très fort probable étant donné que c'est un homme très riche. C'est là qu'on comprend que la police en fait dans toute cette affaire, que ce soit pour les indices, pour les preuves, pour les suspects, elle a tout mal fait. Et moi personnellement la théorie sur Burke, je la trouve vraiment probable, sachant que justement il avait donné une interview après ce documentaire sur CBS. D'un point de vue téléspectateur, l'interview s'est très mal passée. Tout le monde a trouvé que Burke Ramsey était assez étrange et en fait il avait convaincu personne. Après on peut mettre ça sur la faute de la télé, c'est pas quelqu'un qui est habitué aux caméras, donc ça peut jouer. Faut savoir aussi que Burke Ramsey a voulu porter plainte contre CBS, du coup c'est la chaîne qui a fait le documentaire, et demander en fait 750 millions de dollars parce que justement dans ce documentaire en fait ils incriminaient clairement Burke Ramsey. Au final avec son avocat ils ont trouvé, au final avec la chaîne ils ont trouvé un accord qui était amiable pour les deux et qui était très bien pour les deux. C'est pourquoi si cette vidéo tombe dans les mains de Burke Ramsey, je suis pas une chaîne, je n'ai pas un euro à te donner. Mais malheureusement cette histoire elle se termine là. Comme je vous l'ai dit en fait, l'enquête n'a pas avancé, elle a rien donné. Et aujourd'hui, on ne sait toujours pas qui a tué John Bennett. Très honnêtement, il y a beaucoup de théories, mais la théorie de Burke qui a tué dans un accès de colère, c'est vraiment du coup un meurtre accidentel. Moi, j'y crois. Il y a tellement d'incohérences dans les preuves, dans les faits, que cette solution en fait, et que cette solution en fait amène des réponses à toutes ces incohérences. Pour moi, c'est la plus logique et c'est la plus probable surtout. Et vraiment, je pense que c'est Burke Ramsey. Après, peut-être que vous vous en foutez de mon avis, je voulais vous le donner. En tout cas, n'hésitez pas à commenter, donner votre avis, quel suspect pour vous est le possible tueur de John Bennett. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et surtout à follow pour plus de vidéos, parce que je vais essayer d'en tourner plus. En tout cas, n'hésitez pas vraiment à commenter, donner votre avis. J'adore lire, j'adore vous répondre, surtout dans les enquêtes criminelles. J'adore en discuter, donc n'hésitez pas. On se dit à une prochaine et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye.